Bonjour à tous, mon invité ce matin est Benoît Aptet. Bonjour Benoît, comment allez-vous? Bonjour Ludovic, fort bien, merci. Alors Benoît, c'est avec plaisir que je vous ai en interview ce matin. En fait, il y a un petit peu un historique derrière ces rencontres hasardeuses, mais pas si hasardeuses que ça. C'est que j'ai entendu parler de vous par une personne qui m'a contacté suite à mon interview sur Notre-Dame, l'interview un peu choc que j'ai fait sur Géopolitique profonde, puisqu'effectivement, j'ai jamais cru un seul instant à la version officielle du mégot sur l'incendie de Notre-Dame et j'ai commencé à faire des recherches. Et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont contacté pour m'apporter des éléments pour confirmer que effectivement ce n'était pas un accident, mais bien une opération intelligente. Et vous pouvez d'ailleurs voir cette interview sur Géopolitique profonde, toute la vérité sur Notre-Dame. Voilà, vous le verrez à l'écran ici à l'instant. On m'a parlé de vous, Benoît, puisque, semble-t-il, vous faites un travail remarquable, historique sur Notre-Dame. Très intéressant. Est-ce que vous pourriez déjà vous présenter? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et pourquoi vous vous attaquez à ce sujet? Eh bien, qui suis-je? Je suis romancier et scénariste. J'ai d'abord été publié aux éditions Flammarion pour une collection intitulée Les secrets de d'Artagnan. Et puis, j'ai repris le personnage emblématique d'Arsène Lupin aux éditions XO, en roman, donc, ainsi qu'en bande dessinée, où on a, avec mon camarade Pierre Descottes, réinventé la jeunesse de notre héros Gentleman Cambrioleur. Voilà, aux éditions Rue de Sèvres. Et puis, si vous voulez, là, je viens d'accomplir le rêve d'une vie, à savoir créer le feuilleton français. Le feuilleton français qui est une enseigne innovante euh, et c'est un projet sur lequel j'ai travaillé en fait en amont pendant des années, avec l'ambition d'écrire et de diffuser à travers ce site, le feuilleton français, un poème épique de l'histoire de France. Et effectivement, il y a maintenant 6 ans, quand Notre-Dame a brûlé et que son incendie a provoqué une émotion universelle, je me suis dit que je tenais, sans jeu de mots trop facile, la pierre angulaire, si vous voulez, de cet édifice que serait le feuilleton français. Euh, C'était mon intuition de départ. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'à partir de l'enquête que j'ai faite sur l'histoire de Notre-Dame, à laquelle je ne connaissais rien, hein, j'étais parfaitement profane sur le sujet, eh bien, j'ai pu mettre à jour et par la suite tirer tous les fils rouges qui allaient relier chacune de mes histoires d'une période d'un siècle à l'autre pour créer cette grande unité que serait donc l'ensemble du feuilleton français. Voilà. Euh, cette enquête, qui est d'abord une enquête historique, parce que tout romancier un peu sérieux, quand il veut traiter son sujet avec une certaine rigueur, eh bien, commence par se documenter. Euh, cette première enquête m'a fait d'abord découvrir des choses extraordinaires et bouleversantes, et puis peu à peu, voilà, a donné naissance à cette œuvre que j'ai donc intitulée Fileur de pierre ou les compagnons de Notre-Dame. Alors c'est une œuvre, j'ose le dire, assez monumentale et emblématique, enfin et conséquente, pardon, puisque elle se découpe déjà en 3 cycles intitulés euh, en cette vallée de larmes pour le premier cycle, pour le deuxième les murs du royaume et pour le troisième là-haut la lumière. Alors en fait, le premier cycle en cette vallée de larmes va de la période du XIIe siècle de 1120 à 1163, 1120 qui est l'année où va sombrer
La Blanche-Nef, c'est le Titanic du Moyen Âge, si vous voulez, et 1163, c'est le moment où sera posée la première pierre de Notre-Dame à quatre mains par le roi Louis VII le Pieux et Alexandre III. Là, c'est pour la première période, et la seconde va de 1164 à 1214. 1164, donc c'est le moment où Henri II, roi d'Angleterre, va commencer à vraiment exercer une pression sur l'Église d'Angleterre. Et 1214, c'est évidemment le grand choc, la bataille de Bouvines. Quant au troisième cycle, là-haut la lumière, il commence en 1215, au moment où va être signée la Grande Charte, la Magna Carta, par Jean d'Angleterre, dit Jean sans terre, et s'achève en 1259, au moment de la bataille de Taillebourg, qui est la grande victoire remportée par Saint-Louis contre Henri III, roi d'Angleterre, et bataille qui va mettre fin à cette première guerre de 100 ans, qui est vraiment le sujet qui accompagne l'épopée de Notre-Dame et l'histoire de son édification. Ok, alors Benoît, on va poursuivre ce récit passionnant. Si vous pouvez juste recadrer votre image au centre et Ah qu'on oui, puisse pardon. plus vous voir, voilà, ce sera beaucoup mieux. Voilà. Alors, vous avez aussi, vous êtes père de 8 enfants, vous vivez à Oui, Paimpol, dans les Côtes-d'Armor, vous avez fait les arts décoratifs et de fil en oui. aiguille, en fait, vous avez découvert votre vocation dans la dramaturgie et l'écriture, c'est ça? C'est ce que vous Oui, êtes oui, dans c'est votre ça. biographie? C'est ça, effectivement, un parcours un peu atypique qui est quand même beaucoup celui de l'école buissonnière, si vous voulez. Euh, voilà. Je suis un grand déçu, si vous voulez, des formations scolaires et universitaires. Donc, j'ai Oui, cherché en fait la nourriture dont j'avais besoin par moi-même. oui. Ce qui m'a d'ailleurs fait fréquenter beaucoup pendant près de 3 ans les musées, comme le Louvre, le musée d'Orsay et tant d'autres. Parce que ma première passion, c'est vraiment la peinture. Mais je sais que cette passion aujourd'hui a été absolument décisive pour l'élaboration osons le dire, de mon génie romanesque. Enfin, vous voyez, Ensuite, j'ai fait une rencontre décisive avec Jean-Laurent Cochet, qui a été mon mentor. Jean-Laurent Cochet, vous le connaissez sans doute, vous ne le connaissez peut-être pas, mais vous le connaissez à travers ses élèves, puisqu'il a été le professeur de Gérard Depardieu, de Fabrice Lucchini, d'Isabelle Huppert, de Richard Berry, de Daniel Auteuil et tant d'autres. Du Solier également. Voilà. Donc c'est un professeur maître de théâtre, c'est ça? Oui, il nous a quittés il y a maintenant quelques années. Euh, mais c'était, oui, notre dernier grand maître de théâtre, tout à fait. Et donc, c'est vraiment avec lui, je l'ai rencontré tandis que j'habitais à La Roche-sur-Yon, que le conseil régional de Vendée l'avait fait venir pour former des comédiens vendéens. Moi, du reste, je n'ambitionnais pas de devenir comédien à proprement parler, mais auteur, et avec vraiment le désir premier d'être avant tout un dialoguiste. Voilà. Euh, donc, je rencontre Jean-Laurent Cochet, et là, bah, c'est un vrai bouleversement, hein, euh, parce qu'il, bien sûr, j'étais passionné de littérature, mais l'approche, si vous voulez, qu'en faisait Jean-Laurent Cochet m'a m'a vraiment mis sur cette voie qui allait devenir la mienne. Voilà, donc je lui dois beaucoup. Et j'ai commencé à faire mes premiers pas, si vous voulez, en littérature, vraiment à ce moment-là. Mais écrire est un métier, si vous voulez, hein, donc on n'imagine pas forcément la chose. Mais il faut, à mon sens, plusieurs années d'apprentissage avant de maîtriser son art, ou en tout cas de prendre possession voilà, de son métier.
Donc vous êtes un écrivain prolifique, vous avez écrit chez Flammarion 2 romans historiques. Ça me fait penser un peu d'ailleurs à l'auteur qui a écrit les romans là, Les Piliers de la Terre. J'ai oublié. Ken Follett. Ouais, oui, c'est ça. Ça me fait penser un peu à ces romans historiques. Donc Don Juan de Tolède, Mousquetaire du Roi et Masque de Fer aux collections Les Secrets de D'Artagnan notamment. Donc vous avez commencé à écrire plusieurs livres, plusieurs romans et ensuite vous êtes particulièrement intéressé à la trame historique de Notre-Dame, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, je ne renie pas du tout la paternité de ces œuvres que j'ai pu écrire chez Flammarion ou Ixo, mais c'est vrai que aujourd'hui, avec le recul, je me dis, c'est un petit peu comme si je m'étais fait la main avant de pouvoir écrire mon grand œuvre. Voilà. Et je pense que ce grand œuvre, c'est le feuilleton français, et encore une fois, en particulier Fileur de Pierre ou Les Compagnons de Notre-Dame. Alors, le feuilleton français, donc c'est une histoire, une grande histoire, une histoire sur une partie historique de Notre-Dame qui est très méconnue et de manière très étonnante, qui n'est pas racontée en général par des historiens ou des journalistes. Donc c'est une période qui commence au début de la construction de la cathédrale. Donc cette cathédrale vous expliquez qu'elle a été lancée par Louis VII le Pieux. Donc, quelles sont les circonstances qui ont conduit ce roi à enclencher la construction de Notre-Dame, hein? Qu'est-ce qui se passe à cette époque, en fait? Ah ben justement, ça c'est tout le sujet du premier cycle, en cette vallée de larmes, des fileurs de pierre ou les compagnons de Notre-Dame, publié, comme vous l'avez précisé, au feuilleton français, au feuilletonfrançais.fr. Eh bien, oui, c'est ça, c'est une chose assez étonnante, c'est que effectivement, quand j'ai commencé à me documenter sur sur Notre-Dame et sur les personnages qui entouraient son histoire, les rois, les clercs, les chevaliers, eh bien, j'ai commencé vraiment comme un enquêteur à rassembler des indices, des pistes, des choses qui me semblaient cacher d'autres choses. Et j'ai commencé à établir des correspondances. Et là où je me suis rendu compte que mes correspondances n'étaient peut-être pas complètement arbitraires, c'est que tout commençait sous mes yeux à s'assembler comme s'assemblent les pièces d'un puzzle pour former une, euh, un tableau extraordinaire à travers lequel tout prenait sens. Voilà. Et c'est vrai que c'est très étonnant, mais on parle donc beaucoup de Notre-Dame de Paris depuis son incendie. Il y a eu plusieurs essais, notamment un documentaire fiction qui avait été diffusé sur France Télévisions, je crois, qui est assez intéressant du reste, hein. Il y a un spectacle immersif en 3D La Dame de Pierre. Euh, mais si vous voulez, j'ai eu l'impression qu'on restait toujours un peu à la surface des choses. C'est-à-dire que personne, en tout cas à ma connaissance, personne n'a répondu à cette question pourtant élémentaire. Pourquoi fait-on bâtir Notre-Dame de Paris? Oui, effectivement, Quel la question se pose, sachant que j'ai appris avec étonnement que ce chantier a duré 107 ans, Voilà, d'où l'expression consacrée. exactement, exactement. Et moi, je vous le dis, en vérité, tout commence bien avant que soit posée la première pierre. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est en quelque sorte un accouchement de l'histoire. Euh, et ça, on le comprend, et un accouchement douloureux, euh, qui est presque un accouchement même désespéré. Ça, on le comprend quand on regarde les dates, hein. Euh, le chantier de la première pierre, je vous le disais tout à l'heure, débute
en 1163. D'accord? Mais on sait bien que, surtout pour un chantier aussi conséquent que celui-là promet de l'être, euh, entre le moment où on va poser la première pierre et le moment où on a pris la décision de se mettre à la tâche, eh bien, il se passe non seulement des mois, mais des années. Vous voyez? Pour une raison très simple, c'est qu'il faut rassembler les finances, il faut désigner le maître d'œuvre, l'architecte, lui faire peut-être plusieurs essais, plusieurs ébauches avant de définir le modèle qui sera adopté. Il faut déforester, il faut construire les fondations, et tout ça prend des années. Et là, je me suis rendu compte qu'on revenait 11 années en arrière, en 1152. Or, quelle est la situation de la France en 1152, date probable où euh, l'évêque de Paris, parce que c'est vraiment lui qui a autorité, si vous voulez, pour décider de l'édification de la cathédrale, la cathédrale et sa demeure, euh, va, va prendre donc cette décision de faire édifier une cathédrale à nul autre pareil. Euh, Donc l'évêque de Paris à l'époque, c'est c'est Maurice de Sully. C'est Maurice de Maurice de... Sully, voilà. Alors, ce qu'il faut bien expliquer à nos auditeurs et à nos amis lecteurs qui s'abonneront donc au feuilleton français pour suivre cette épopée des fileurs de pierre, c'est qu'on vous dit souvent, voilà, oui, donc c'est l'évêque de Paris qui a toute autorité pour faire construire Notre-Dame. Euh, Comme si en fait le roi n'était qu'un anonyme dans cette histoire. Or, ça c'est complètement faux. Si vous voulez, la relation intime, étroite qui s'est établie entre l'évêque de Paris et le roi de France, euh, elle est, euh, euh, elle est véritablement historique. Et surtout, elle s'est établie plusieurs, plusieurs générations auparavant. Et surtout, dans les générations précédentes, c'est-à-dire que le père de Louis VII, Louis VI le Gros, avait pour conseiller, ami et même ministre, en quelque sorte, si vous voulez, l'abbé Sugère, qui est vraiment le prédécesseur de Maurice de Sully. Et Maurice de Sully et le futur Louis VII vont faire une partie de leurs études, si vous voulez, ensemble. Ils se connaissent donc depuis de longues années et Maurice de Sully est le directeur spirituel du roi, c'est-à-dire c'est son confesseur. Il n'y a pas de personnage plus proche que Maurice de Sully dans l'intimité du roi. Et, euh, et, Maurice de Sully a accompagné le roi il a recueilli donc toutes ses confessions et il sait par tous les malheurs par lesquels il est passé. Mon intuition est donc la suivante, c'est que, enfin ça on le sait de toutes les façons, Maurice de Sully, Notre-Dame de Paris, c'est le rêve de sa vie. C'est-à-dire qu'il y songe depuis des années, mais il ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir la possibilité d'incarner ce rêve. Et il faut effectivement que quantité de malheurs s'abattent sur le royaume et sur la tête du roi de France pour qu'enfin cette occasion se présente. Donc en 1152, nous sommes à un moment qui est absolument dramatique pour le royaume de France et qui là remet tout en question. Parce que, encore une fois, on s'imagine, et c'est ce qu'on dit souvent, voilà, on fait construire Notre-Dame de Paris, qui est donc au XIIe siècle la cathédrale qui promet d'être la plus grande, la plus majestueuse qui ait jamais été édifiée. C'est un témoignage de l'expansion des villes, due à la richesse des développements des échanges, à l'ascension de la bourgeoisie, tout ce que vous voulez, sauf que en fait, les éléments factuels remettent tout en question. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'en 1152, voilà 5 ans que l'on est revenu de la deuxième croisade, dont la France a été le fer de lance, et cette croisade a été un fiasco intégral. Alors on a peine à imaginer en fait les répercussions que ça a pu avoir. Elles sont
considérable. C'est-à-dire que cette croisade a non seulement qui était une campagne extrêmement coûteuse, a ruiné le trésor, donc les finances de l'État, et surtout, elle a miné le moral de la chrétienté, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, cette cause est juste, nous défendons l'honneur de Dieu, et voilà qu'on se fait battre à plat de couture par les Mahométans. Donc, ça, c'est la première des choses, si vous voulez, qui a affaibli considérablement l'autorité du roi de France, son autorité morale et son autorité financière. Vous comprenez? Et surtout, brochant sur le tout, ça c'est vraiment l'élément décisif, c'est qu'en 1152, il y a une femme très célèbre, qui est Aliénor d'Aquitaine, qui était donc l'épouse du roi Louis VII. Leur mariage a plutôt très bien commencé, c'est très mal terminé. Notamment, Aliénor a accompagné le roi Louis VII en Terre Sainte, et là, ça a été absolument une catastrophe. Ils ont vraiment commencé à s'entre-déchirer. Le roi l'a soupçonné de le tromper, voire même avec son oncle, l'oncle d'Aliénor. Bref, quand Louis VII revient en France, il se dit trop, c'est trop. Je vais trouver un moyen de casser ce mariage. En plus, elle ne me donne que des filles. Le roi attend désespérément Ouais, un ça c'est héritier. problématique, hein. Ah bah oui, oui, non, mais c'est la grande problématique, bien sûr, oui, parce que les, euh, voilà, en France, effectivement, il faut un mâle. Euh, et d'ailleurs, enfin, vous voyez, donc, le roi Louis VII va faire casser ce mariage. Il va tenter comment dire, euh, De son extraire. d'empêcher, oui, oui, de son extrême, mais d'empêcher Aliénor de voler de ses propres ailes. Mais elle y parvient et elle va donc échapper à toute surveillance et rencontrer un jeune homme qui à ce moment-là est duc de Normandie, qui a 15 ans de moins qu'elle, qui est très ambitieux et qui promet bien des choses. Ils vont se marier et ce jeune homme, 5 mois plus tard, devient roi d'Angleterre. Voilà, donc c'est l'avènement des Plantagenets. Et ce jeune homme va prendre donc pour nom de roi Henri II. Et là, petit problème, c'est que quand il va épouser Aliénor, Aliénor ne vient pas tout à fait les mains vides. Elle lui apporte l'Aquitaine, le Poitou, dont le royaume de France se trouve dépossédé. Et comme Henri a déjà la Normandie et l'Anjou par son père, je vous laisse imaginer, vous représenter la situation. C'est Attends. que toute la façade atlantique de la France se trouve aux mains des Anglais. Il y a la Bretagne qui fait exception, mais Henri II va s'emparer de la Bretagne quelques mois plus tard. Donc grossièrement, il reste plus grand-chose. Ben, le royaume capétien se retrouve un peu réduit à peau de chagrin euh, à ses frontières, premières. Donc c'est un peu retour à la case départ, quoi. Retour à la case départ, alors que encore une fois, ce qui nous appauvrit enrichit l'adversaire potentiel. On est déjà en conflit avec l'Angleterre. En fait, on est en conflit avec l'Angleterre depuis que Guillaume le Conquérant s'est emparé du trône. Oui, on est d'ailleurs toujours en conflit avec ces gens-là de manière sous-jacente. On voit que ces Anglais nous livrent la guerre, une guerre perpétuelle en fait. Une guerre perpétuelle, absolument. Ça, c'est le fil rouge, vous voyez, du feuilleton français. Ce qui raccorde toutes mes histoires les unes aux autres, c'est justement ce conflit séculaire entre la France et l'Angleterre, qui, euh, qui explique beaucoup, beaucoup de choses de notre histoire, de ce que nous sommes, et, euh, et même qui explique beaucoup de choses aussi du fond même de la nature humaine. Parce que je crois, moi, que ce combat est d'abord un combat d'essence spirituelle. Voilà. Et effectivement, l'histoire de Fileur de Pierre
vous en donnera un témoignage assez éloquent. Euh, Alors, juste pour revenir sur les oui, Anglais, tout à fait. évidemment, on sait qu'ils sont en attaque frontale sur la France déjà depuis un moment. On sait que les francs-maçons, à la base, c'est des agents, des espions anglais, donc ils ont complètement infiltré la gouvernance. Comment tout ça s'inscrit dans la trame suivante, la construction de la cathédrale? Qu'est-ce qui est important d'avoir en tête, en fait, dans ces circonstances déjà à ce moment-là où... Alors, en euh, fait, c'est assez simple. Enfin, pardon, hein, enfin, moi, en tout cas, je pense qu'il faut simplifier les choses pour arriver à comprendre les choses complexes qui ne sont jamais que des éditions de choses simples. Euh, c'est le sol fait l'homme. Voilà, c'est la loi à partir de laquelle en fait, je commence un peu à raisonner. Euh, si vous voulez, c'est que le problème est le suivant, c'est qu'à partir de Guillaume, les Anglais, qui sont d'abord donc à ce moment-là des Normands, ont un pied sur le continent puisqu'ils ont la Normandie. La Normandie est une province extrêmement riche, fertile, et qui en plus de ça donc, a une ouverture à des débouchés sur la mer, ce qui lui procure une double richesse potentielle. C'est donc la richesse de ses ressources naturelles et la richesse qu'elle va se procurer par les échanges. Tandis que l'Angleterre est relativement pauvre. Pardon, mais c'est un rocher comparé à ce jardin qu'est la France. une Euh, île, une île de pirates? Bah oui, ça va devenir une île de pirates. C'est d'ailleurs, en fait, la constitution de la flotte anglaise prend ses origines à partir de cette histoire, hein, donc de l'avènement des Plantagenets. Euh, voilà, pour l'anecdote, si vous voulez, c'est que euh, eh bien, les Anglais, les Normands, les Saxons sont, comme beaucoup de chrétiens, grands consommateurs de vin. Mais vous le savez bien, l'Angleterre ne produit pas une goutte de vin, et si elle en produit, il est parfaitement imbuvable. Donc, à partir du moment où le roi d'Angleterre, par sa femme, a des possessions en Aquitaine, eh bien, on va faire venir du vin d'Aquitaine. Mais Bordeaux, étrangement, ne dispose pas de flotte réelle ou suffisamment conséquente pour transporter ces milliers de tonneaux qu'on va faire arriver par voie régulière en Angleterre. Donc, l'Angleterre va se constituer une flotte pour s'approvisionner en vin depuis Bordeaux. Voilà. Mais donc, si vous voulez, la chose est la suivante, c'est que vous avez cette terre qui est encore une fois relativement ingrate, pauvre, c'est-à-dire que c'est une terre d'éleveurs. La richesse de l'Angleterre, c'est là ce qui va d'ailleurs expliquer les liens historiques qu'elle va avoir avec les Flandres et la Bourgogne. Hein, c'est le triangle d'or, c'est ça, hein, du Moyen Âge, c'est l'Angleterre, les Flandres et la Bourgogne. L'Angleterre produit la laine, la Hollande les transforme en drap et la Bourgogne revend ensuite, si vous voulez, en approvisionnant les cours européennes. Voilà. Mais donc, vous comprenez bien que l'Angleterre, étant un sol relativement pauvre, très rapidement, l'idée va germer dans son esprit que bah, ces richesses pourraient être celles des autres. Donc, cette, euh, cette prédation qui va devenir son moteur existentiel en quelque sorte, va d'abord s'opérer par Le la commerce. conquête de territoire, Oui. surtout voilà, en France, avant que ça s'opère par des voies commerciales, c'est-à-dire le contrôle des mers, la thalassocratie que deviendra l'Angleterre quelques siècles plus tard. Mais vraiment, à cette période du Moyen Âge, c'est ça, c'est l'idée de prendre possession des terres les plus fertiles qui se trouvent quasiment à sa porte, c'est-à-dire en France, que ce soit l'Aquitaine, la Normandie et ensuite tout le reste du territoire français qui évidemment à l'époque divisé en comtés, en duchés, etc.
D'accord. Alors, par la suite, donc, cette situation critique du fiasco de la croisade fait qu'il y a une sorte de sursaut où le roi est inspiré de faire construire un monument de très grande envergure qui est Notre-Dame. Et d'où lui vient cette idée? Est-ce qu'il a été inspiré par d'autres personnes? On Bah, voit il a été qu'il... inspiré par une personne qui est Maurice de Sully. C'est-à-dire que, très simplement, quand on apprend, enfin, la nouvelle est un véritable coup d'alarme. On apprend qu'Aliénor a donc épousé le duc de Normandie. Parce que ce mariage s'est fait de façon quasiment clandestine. Il y avait peu d'invités à la noce. Euh, Et- et encore une fois, quelques mois plus tard, Henri s'empare du trône d'Angleterre, c'est-à-dire que ce qu'il faut quand même expliquer aux auditeurs, c'est que jusqu'alors, depuis 20 ans, l'Angleterre était plongée dans la guerre civile. Deux camps s'opposaient. Euh, le camp d'Étienne de Blois et le camp de sa cousine Mathilde d'Empresse, qui est la mère de Henri. Donc, si vous voulez, Henri épouse Aliénor et 5 mois plus tard, sa mère, Mathilde Lempresse, et son père, Geoffroy Plantagenet, remportent enfin la victoire après 20 années de guerre contre Étienne de Blois et son parti. Et là, comme je vous le disais, il est plus seulement duc, il est plus seulement roi, il a quasiment le statut d'empereur par l'étendue de ses possessions. D'où la panique à Paris, parce que on sait ce que ça veut dire. C'est le roi d'Angleterre ne va certainement pas s'arrêter là. En plus, on connaît sa nature. Il est fougueux, il est ambitieux, euh, il croit que tout peut lui réussir. Donc, il va chercher à étendre ses possessions au détriment du domaine capétien. Et en plus, on a un autre problème qui fait qu'on est pris en étau, c'est que de l'autre côté, même s'il ne se manifeste pas encore dans ses désirs, dans ses volontés de puissance, nous avons Frédéric Barberousse, empereur du Saint-Empire romain germanique, qui va rapidement montrer qu'il ambitionne d'être le nouveau Charlemagne, mais un Charlemagne qui se passerait peut-être de l'aide du clergé, enfin, c'est-à-dire qu'il aimerait bien lui mettre le talon sur la gorge. Mais à l'époque, quelle est la religion dominante en Angleterre? Ah ben, la religion dominante à travers toute l'Europe, c'est le christianisme. Hein. Il y a bien sûr des schismes qui sont des querelles, euh, des querelles d'investiture essentiellement. C'est-à-dire que ça, c'est la grande querelle qui a lieu justement dans le Saint-Empire, c'est que le pape entend nommer lui-même ses évêques et l'empereur veut s'arroger le droit de les nommer à sa place. Mais la traduction, c'est qu'en fait, ce qu'on redoute, c'est que un puissant, fût-il un roi ou un empereur, en nommant lui-même ses évêques, va nommer des gens qui seraient des créatures à sa solde, si vous voulez, qui ne, pour faire en sorte qu'on ne vienne pas contester ses décisions. Or, l'équilibre de la chrétienté, l'équilibre politique de la chrétienté est le suivant, c'est que le roi a le pouvoir politique, mais le prêtre a celui de l'autorité morale. Et il ne doit pas être lié, il ne doit pas être en tout cas lié par des conflits d'intérêts, si vous voulez, avec le roi, pour pouvoir lui dire, au besoin, quand s'il se comporte mal, qu'il en subira les sanctions. Et les sanctions, à l'époque, c'est l'excommunication. Hein. Et quand un roi ou un royaume ou même un duché est excommunié, c'est toute la population qui se trouve privée des sacrements. On a peine à imaginer ce que ça veut dire aujourd'hui, mais c'est énorme à l'époque. Ça veut dire que
plus personne n'est assuré d'obtenir son salut. Donc la pression est considérable auprès du roi et c'est ce qui l'oblige, ce qui l'obligera à revenir sur ses décisions souvent et à rabattre son orgueil. C'est ça en fait l'équilibre des choses. Et donc on a effectivement voilà, ce dessin qui se profile, c'est que et l'empereur du Saint-Empire et le roi d'Angleterre, tous deux étant riches, puissants et en pleine possession de leurs moyens, ont la tentation, comme tous les puissants, de l'être toujours davantage puissants, sans rendre de compte et, et sans partage. Et c'est là où on a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'on a donc ces deux puissances, l'Empire Plantagenet, l'Empire des Hohenstaufen, donc, dont Frédéric Barberousse, et leurs représentants, qui veulent en fait régner seuls, sans partage, c'est-à-dire, ou en tout cas, ils veulent tous les deux soumettre le clergé à leur autorité. Et au milieu, on a donc ce roi de France qui, lui, se retrouve à l'amende. Dépossédé, entre guillemets. Dépossédé, oui, dépossédé. Et puis, certainement en partie par ses fautes, ce qui le fait, le fragilise encore davantage, parce évidemment, il culpabilise d'être en se sentant responsable de cette situation dramatique dans laquelle il a plongé son royaume. Mais toujours est-il, si vous voulez, que voilà, la situation est la suivante en 152, c'est que sentant ces menaces poindre à l'horizon, on réunit le conseil de guerre, les maréchaux, les sénéchaux, les connétals, les hommes de guerre, et on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir parer le péril. Et la réaction des barons, des chevaliers est évidemment tout à fait raisonnable et sensée, c'est sire, faut pas se leurrer, on va certainement, un moment ou à un autre, se faire assiéger. Donc on rassemble nos deniers, nos forces et on consolide nos défenses. Et on finit par demander son avis à Maurice de Sully, qui, encore une fois, en qualité d'évêque de Paris et de conducteur spirituel du roi, aboie au chapitre. Et Maurice de Sully dit oui, oui, faites donc, c'est ce que la raison ordonne. Ça ne servira strictement à rien, mais faites ça. Alors là, on est un peu interloqué et on demande, bah, c'est bien beau tout ça, mais vous, qu'est-ce que vous proposez? Et là, Maurice de Sully s'adresse directement au roi de France et lui dit, sire, vous voulez sauver le royaume de France d'une invasion étrangère? Agenouillez-vous. Le roi s'exécute, il s'agenouille. Et Maurice de Sully lui dit, vous allez consacrer votre royaume à la Sainte Vierge. Et pour lui manifester, lui prouver votre amour, vous allez lui édifier en place de Paris la plus grande et la plus majestueuse cathédrale qui ait jamais été édifiée. Et le roi consent. Donc c'est ça, si vous voulez, qui est extraordinaire, c'est qu'on va construire cette cathédrale, on va lancer ce chantier monumental de Notre-Dame de Paris, quand il y a deux menaces qui se manifestent de part et d'autre de la France, qu'on n'a pas les moyens de se lancer dans une entreprise aussi conséquente, quand tout ordonne, encore une fois, de se mettre en ordre de bataille, mais l'inspiration du roi, sous l'influence de Maurice de Sully, c'est humainement, les hommes sont, le monde est contre nous, mais Dieu nous sauvera. Et comme le malheur en France est arrivé par une femme, Aliénor, qui symboliquement devient cette Ève de l'histoire, eh bien, on va faire appel à la nouvelle Ève, à la Sainte Vierge. Et on va lui dédier Notre-Dame. Parce que, encore une fois, avant Notre-Dame de Paris, il y avait une cathédrale qui s'appelait la cathédrale Saint-Étienne. La plupart des églises, des grandes églises de France étaient dédiées à Saint-Martin, Saint-Étienne ou Saint-Denis, qui étaient les grands protecteurs de la France. Et là, certes, on avait Notre-Dame de Chartres, mais enfin, c'est quand même une des premières fois où on va vraiment dédier une cathédrale à la Sainte Vierge. Et je vous dis, ça,
j'en suis persuadé que ça s'explique par le fait qu'il y a eu Aliénor et que Marie est le contre-modèle d'Aliénor. Et la cathédrale de Saint-Étienne a été localisée au même endroit ou Ah oui, ailleurs? oui, au même endroit. Elle a été démontée, en fait, si vous voulez, comme on faisait beaucoup à l'époque, pour qu'on puisse édifier Notre-Dame de Paris. Il reste le portail de la Vierge, si vous voulez, qui est une partie de cette cathédrale Saint-Étienne qui a été immédiatement rattachée à la nouvelle cathédrale. Euh, mais vous voyez, enfin, en fait, c'est un appel au secours. Notre-Dame est un appel au secours, une supplication, sur tous les champs d'ailleurs, parce que euh, c'est, on demande à la Sainte Vierge de rendre sa prospérité et sa sécurité au royaume, mais aussi on va lui demander un héritier. Parce que Aliénor n'avait donné que les filles à, à Louis VII, et tandis qu'elle va épouser Henri II, elle ne donne que des garçons à Henri II. Et la prière formulée par le roi va être manifestement entendue, même si il y aura un délai encore de 10 années. Hein. Le roi va devoir attendre 10 ans avant d'avoir un héritier, mais quel héritier? Ce sera Philippe Auguste, Hmm. le roi chevalier. Vous voyez. Euh, voilà, Donc mais donc il a eu Philippe Auguste avec quelle femme? Hein? eh bien, c'est sa troisième épouse. Euh, et euh, voilà. Tandis que ce qui est extraordinaire, c'est que, oui, ce que je voulais dire, euh, Aliénor va donner quatre garçons à Henri II, qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Il y a Richard Cœur de Lion quand même dans le lot. Et ces héritiers qui promettent tant bah, vont mourir sans descendance. Le seul qui va rester, c'est Jean Santerre, qui est quand même un peu considéré comme le fléau de la famille, quoi. Et donc, ça, c'est quand même très intéressant parce que à partir du moment où Notre-Dame commence à s'élever, que le chantier se met en branle, eh bien, le rapport de force va s'inverser. Et là, on est quand même en droit de s'interroger, quoi. On sent des forces divines à l'œuvre pour rétablir le royaume de France, non? Bah, moi, je me contente si vous voulez, de poser les faits. Euh, mais oui, c'est-à-dire qu'il y a un roi humilié et désespéré qui implore les secours du ciel. De l'autre côté, des puissances orgueilleuses qui s'imaginent en fait qu'elles peuvent se passer absolument des secours surnaturels puisque matériellement elles ont tout à leur disposition. Et quelques années plus tard, celui qui s'est mis à genoux est comme relevé par la providence, tandis que les orgueilleux sont rabaissés, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre d'une fable, si vous voulez, dans cette histoire. Elle est, à proprement parler, biblique. Et par rapport donc cet incendie, moi j'ai mis en évidence avec tous les éléments qu'on m'a apportés, parce qu'évidemment, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, ça a beaucoup choqué les Français et ça a eu une portée universelle. Euh, il y a évidemment tous les éléments qui indiquent que c'est un attentat qui a été programmé et qui a été, je j'ai pas hésité à le dire, organisé par les plus hautes sphères de l'État. On voit qu'il y a des personnes qui sont impliquées là-dedans. Il y a Emmanuel Macron, encore le 15, cette semaine-là, euh, mardi, il a fait une sorte de célébration qui correspond en numérologie au 666. Donc on voit qu'il y a des rituels sataniques qui sont opérés sur Notre-Dame. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ben, moi, en fait, je n'ai pas autorité, si vous voulez, pour me prononcer sur ces sujets-là, ce qui ne m'empêche pas d'avoir
voilà, des doutes ou des interrogations. Euh, et encore une fois, c'est ce que je crois vous avoir déjà dit, c'est qu'on peut, on peut et tout nous y incite, voir dans l'incendie de Notre-Dame quelque chose qui est terrible, épouvantable, de l'ordre pour les uns du châtiment, pour les autres de l'attentat. Euh, mais on peut aussi voir les choses autrement. Moi, en tout cas, c'est ainsi que j'essaye de les regarder. Parce que c'est le sentiment profond que j'ai eu quand Notre-Dame a brûlé, et je n'ai pas du tout su me l'expliquer, en tout cas sur le moment. C'est, Alors moi, je me suis dit, si vous voulez, que vraiment la fatalité pouvait être le marchepied de la Providence. c'est ce que j'allais Voilà. vous dire. C'est la phrase que j'ai retenue. La fatalité peut être le marchepied de la providence. C'est assez fort comme déclaration. Ben, c'est-à-dire que vous voyez, quand on est croyant, on est obligé quand même de constater que c'est certainement ainsi que Dieu procède. C'est-à-dire que, et surtout pour l'histoire de France, on le constate, c'est que des grands malheurs naissent de grands prodiges et de grandes victoires. On est obligé de se surpasser, sinon on meurt. Mm. Et ce qui est quand même étonnant, la première manifestation qu'on peut constater, c'est quelques années après l'incendie de Notre-Dame. On n'est pas obligé de faire un lien, mais enfin, on peut aussi en faire un. C'est qu'il y a quantité, je crois, de conversions assez étonnantes, en tout cas que recensent beaucoup de clercs, de prêtres. Et il y a quantité de personnes, de façon même spectaculaire, qui, depuis quelques mois, là, désirent se faire baptiser de catéchumènes. Euh, Moi, je pense que ça fait un peu écho quand même à ce que je vous disais, c'est-à-dire que nous avions cette église extraordinaire qui est certainement quelque chose comme l'âme de Paris. C'est le monument le plus visité au monde. Et pourtant, comme c'était le cas d'ailleurs auparavant, on passait devant elle sans réellement plus la voir. Vous savez, quand Mm. Victor Hugo écrit Notre-Dame de Paris, la cathédrale est en déshérence. Elle est, elle n'est pas sur le point de disparaître, mais enfin, elle est sérieusement dégradée. Ce qui prouve bien que, voilà, Notre-Dame était là, mais bon, Est-ce que cette dégradation n'est pas finalement le signe de l'apostasie? ben, je Parce j'ai qu'aujourd'hui, pas on le est dans sujet. une situation où effectivement, les Français ont divorcé de la foi, des valeurs, de notre héritage. Qu'est-ce que vous pensez de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? C'est un peu une situation très critique. Oui, oui, bien sûr, c'est une situation critique, mais justement, si vous voulez, il faut souvent qu'un drame se produise pour que quelque chose qui s'était éteint se ranime, Se rallume. se Mm. rallume, absolument. Et, moi, mon intuition profonde est la suivante, c'est que parce que l'incendie a provoqué une émotion universelle et avec elle une attente, eh bien, en racontant l'histoire de Notre-Dame, euh, on va pouvoir, enfin, on peut espérer en tout cas remettre Notre-Dame à l'honneur à Non. échelle planétaire. Effectivement, donc c'est une histoire passionnante qui est décrite donc dans vos feuilletons avec plusieurs épisodes. Donc j'invite Fileur de pierre, oui, Fileur de pierre ou les compagnons de Notre-Dame sur le feuilleton français.fr. voilà. Effectivement, le principe est le suivant, c'est que vous vous abonnez, hein, vous avez trois formats possibles, papier, audio ou numérique, et sur un abonnement qui va sur une période de 10 mois.
Et tous les mois, vous recevrez un épisode des Fileurs de Pierre, à savoir, je le répète, 4 chapitres et en moyenne 75 pages. Si vous voulez, c'est le principe un peu de ce qu'on pourrait appeler de la série littéraire, quoi. Euh, L'ambition d'ailleurs de Fileurs de Pierre ou les Compagnons de Notre-Dame, c'est de fournir la matière à une très grande série audiovisuelle historique. Oui, parce qu'il y aurait matière à faire un film mémorable sur Oui, cette oui, période de l'histoire qui est assez oui, méconnue. plus qu'un film, hein, c'est vraiment une série, Une c'est-à-dire série, avec oui. plusieurs saisons. Mm. Encore une fois, l'histoire dure sur 200 ans, donc il y a 5 règnes, c'est trois générations, enfin il y a 5 règnes et 3, 4 générations, si vous voulez, de bâtisseurs, de rois qui vont se succéder. Moi, ce que je souhaitais vraiment faire, si vous voulez, à travers Fileur de Pierre, c'est ça, c'est offrir en quelque sorte un seigneur, un nouveau seigneur des anneaux à mes contemporains, qui soit un seigneur des anneaux qui prenne racine dans les réalités de l'histoire. Mais je prends exprès l'exemple, la référence du Seigneur des Anneaux, parce que dans cette histoire, Fileur de Pierre ou les Compagnons de Notre-Dame, qui est ancrée dans les réalités historiques, euh, le merveilleux y joue aussi une grande part. La légende y tient une grande part. Parce que je crois que la légende éclaire beaucoup de choses des réalités justement de l'histoire. D'accord. Alors, je conseille fortement tous les éditeurs à vous rendre sur le site de Benoît Apney, lefeuilletonfrançais.fr, pour vous Tout à fait. abonner en urgence à cette série passionnante. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur une trame historique qui est totalement occultée par les historiens et qui permet de mieux comprendre donc la trame de la construction de Notre-Dame et les enjeux à l'époque. Et Oui, et à travers elle, le destin de la France, le destin si particulier de la France. voilà, alors j'ai eu l'occasion sur d'autres interventions de parler des prophéties de Marie-Julie Jaini et les livres qui ont été publiés aux éditions Résiac, Miracle au cœur des ténèbres notamment. Bon, il semble de manière claire que la France a une très grande destinée, mais qu'elle va passer à travers la passion du Christ et faire une, passer à travers aussi une résurrection. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir vous-même de la France? Est-ce que vous restez optimiste? Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que l'avenir de la France, il est à mettre en miroir avec son passé. C'est-à-dire que, comme on le disait quelques instants plus tôt, la France s'est retrouvée plusieurs fois au bord du gouffre. Euh, et c'est là où on se dit qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier dans dans ses racines, dans ce qu'elle est. C'est que à chaque fois qu'on se dit elle va disparaître ou en tout cas sombrer, on la voit renaître un peu plus forte qu'au temps de sa splendeur précédente. Voilà. Donc on peut imaginer aujourd'hui, on peut espérer effectivement quand tout le dément autour de nous, que la France reprendra sa place historique au centre de la roue. Et moi, je crois que ça se fera justement par la revalorisation de son histoire. Il faut écrire euh, de grands récits euh, qui remettraient en lumière ces pages glorieuses, méconnues. En somme, encore une fois, c'est l'ambition du feuilleton français, faire avec l'histoire de la France ce que Homère a fait avec l'histoire de la Grèce. Hmm. Rallumer le feu en chacun de nous, de notre histoire, notre héritage C'est ça. et nos valeurs chrétiennes et de foi, en fait, c'est ça. C'est ça. Et si vous voulez vraiment
faire comprendre à travers ces reconstitutions, ces résurrections de personnages illustres du passé, qui est véritablement le français, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui le structure. Et le français est un combattant. Voilà, on a peine à l'imaginer aujourd'hui, mais la France, c'est un peuple soldat, si vous voulez. C'est euh, et la particularité de ce peuple soldat, c'est qu'il est, comme le disait Alexandre Dumas, le seul à faire la guerre en chantant. D'accord. Voilà. Alors, Benoît Apney, c'est un vrai plaisir de vous avoir en interview sur France Liberté, sur le sujet historique de Notre-Dame. Donc, j'invite fortement tous les auditeurs à aller sur votre site lefeuilletonfrançais.fr, s'abonner donc au feuilleton français avec les différents Au, épisodes, voilà, au fileur de pierre, hein, au au fil fileur de de pierre ou pierre. les compagnons de Notre-Dame Voilà. sur le feuilleton français, oui. Voilà. Merci beaucoup, Benoît Apney. Est-ce que vous avez un dernier mot à préciser à nos auditeurs, étant donné la situation aussi un peu chaotique actuelle du pays, est-ce que vous avez un conseil ou deux à donner à nos auditeurs par rapport à la situation présente dans le contexte de votre travail? Mais j'ai une observation à faire peut-être, c'est que oui, la situation est désespérée et oui, Notre-Dame a brûlé, mais regardez regardez ce qui s'est fait. Nos artisans ont quand même, nous ont quand même prouvé que, une fois encore, qu'impossible n'était pas français. Ils ont accompli un véritable prodige en rendant son lustre à Notre-Dame. Et je pense qu'il faut leur rendre témoignage et, euh, et les prendre comme référence et comme modèle. Hein. C'est que eux se sont véritablement consacrés à ce chantier. Ils travaillaient, je le sais parce que je connais l'un d'eux, travailler sur ce chantier, c'était la consécration de leur existence. Ils ont donné toute leur force et tout leur talent dans cette entreprise parce qu'ils avaient le sentiment profond d'accomplir quelque chose de grand et de se rattacher à la mémoire de leurs prédécesseurs. Ils ont travaillé quand même, il faut le savoir, avec les techniques qui étaient celles des compagnons du Moyen Âge. Ils se sont, avec une humilité exemplaire, euh, comme fondus en eux pour épouser leur méthode et, et restituer l'ouvrage tel qu'il avait été conçu dans sa jeunesse première. Voilà, donc je, je, je pense qu'ils sont une source d'inspiration, notamment pour la jeunesse. Merci beaucoup, Benoît Apney, pour cette interview. C'était un vrai plaisir de vous avoir pour nous raconter cette histoire passionnante de Merci, Ludovic. Notre-Dame. Dame. Merci beaucoup. Merci à vous.